Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Claire-Vie Drouglazé et Frédéric Nima nous ont emmenés à San Francisco pour découvrir l'Armory, un château qui a abrité de nombreuses scènes de cinéma pornographique sadomaso. Nous allons donc vous parler aujourd'hui du cinéma pornographique, mais en France, avec Camille Emmanuel, auteur journaliste qui écrit sur la culture érotique, la culture porn et le féminisme notamment. Camille Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par une question d'ordre plutôt général. Comment le cinéma pornographique est-il perçu en France? Ah, c'est une bonne question. Euh, déjà, le mot porno, c'est souvent vu comme un gros mot. C'est souvent, il y a une distinction en fait, qui est pas que française d'ailleurs, mais entre érotisme, qui est plutôt valorisé, et pornographie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on va considérer que la littérature du 18e, du 19e siècle, ou bien les premiers films pornographiques du début du 20e, les photographies, etc., avec du recul, on va se dire oui, c'est érotique, parce que c'est vintage, parce que voilà, c'est plutôt drôle en plus comme photo et tout, alors qu'à l'époque, c'était considéré comme pornographique. La définition vraiment de la pornographie, bon, elle est à la fois sur le contenu, mais elle est aussi, on va dire, juridique, quoi, interdit aux moins de 18 ans. Donc c'est une image, voilà, destinée à un public adulte. Et en France, ce qui est assez marrant, c'est que avec les États-Unis et avec l'Europe du Nord, on fait partie des pays qui avons vraiment marqué le cinéma pornographique dans les années 60-70. Je vais citer Emmanuel, mais voilà, c'est un film. Alors aujourd'hui, on peut se dire c'est un peu un navet et tout machin, mais c'est un film érotico-pornographique qui a énormément marqué le public français, mais aussi le public international, et qui a marqué le fait que la France, voilà, était un pays libre, machin. Donc, donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus vraiment un pays de grands producteurs. Alors, il y a Dorsel, qui est la marque un peu phare voilà, des années 80, 90 et 2000. Mais il y a eu un mouvement dernièrement avec les tubes porno qui fait que de toute façon, la production de films porno, voilà, c'est dead à cause des sites de streaming gratuits de toute façon. Alors, vous le disiez, il y a des noms connus. Est-ce qu'il y a des lieux, comme nous on en parle là, de l'Armory dans l'article, est-ce qu'il y a des lieux comme ça en France qui ont été longtemps utilisés dans l'industrie du porno? À ma connaissance, non, il n'y a pas de studio de tournage type l'Armory, ni BDSM, ni particulièrement porno en France ou à Paris. Les tournages, voilà, se faisaient un peu partout, des locations d'appart, on va dire de châteaux concernant Dorsel. Bon, je caricature un peu Dorsel, mais c'est vrai que ça se passe souvent dans un truc un peu luxueux, machin, avec des chandelles et des filles en porte-jartel. Mais non, il y a pas de lieu particulier. Il y a des lieux dédiés au libertinage en France, type les chandelles, qui sont très très connus, mais c'est pas des lieux de tournage pornographique. Ouais, c'est plus des lieux de... Les gens se retrouvent à la limite, ouais, c'est plus ça. Et alors justement, vous parliez des sites de streaming. Est-ce qu'avec Internet, il y a eu une espèce de démocratisation du porno auprès du public? Ah ben, le porno est rentré dans les foyers via d'abord la VHS, parce qu'il faut quand même se projeter à une époque 70 où pour avoir accès à la pornographie, on allait au cinéma, quoi. On regardait du porno avec plein d'autres gens. Et quand je dis on, c'est plutôt les hommes. Voilà. Donc, quand vous parlez de démocratisation, il y a aussi une féminisation du public du porno. Parce que les femmes n'allaient pas vraiment dans ces cinémas porno, c'était vraiment un truc de mec. Et puis le DVD, et puis la VOD, et maintenant, effectivement, non seulement c'est rentré dans les foyers, mais c'est même il y a des jeunes qui regardent du porno sur leur smartphone, quoi. Donc c'est vraiment accessible 24 heures sur 24, sans contrôle d'âge, ce qui est un problème, et gratuitement. Donc on a un accès aujourd'hui, et cet accès-là gratuit, c'est du contenu volé, hein, on est d'accord, hein, c'est pas gratuit parce qu'il y a des gens qui trouvent ça sympa de mettre du contenu gratuit et du contenu qui est volé, et accessible où qu'on le veuille, etc. C'est une vraie révolution dans la pornographie, ouais, tout à fait.
Mais alors, effectivement, du coup, vous disiez que le porno était pas forcément bien considéré en France. D'un autre côté, maintenant, il est absolument partout, dans tous les foyers. C'est pas un petit peu, pas paradoxal, mais un peu? Euh, Disons que la problématique avec la pornographie, c'est déjà en France aussi, on voit pas mal le porno comme une entité, comme quelque chose, une entité. Il y a des gens pour qui porno, ça veut dire YouPorn. Il y a des gens pour qui le porno, c'est Jackie et Michel. D'autres, ça va être Dorsel, d'autres, ça va être des sites amateurs. Enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi le porno féministe, on en parlera après, je pense. Et du coup, moi, j'entends et je fais partie d'une. Enfin, je critique les différentes pornographies accessibles gratuitement sur les sites et qui donnent un contenu globalement sexiste et qui a tué en fait l'industrie du porno, cette production-là, enfin ce mode de diffusion. Après, il y a des pornographies et il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent, quoi. Et souvent, la critique de la pornographie, quoi, je pense à des critiques d'associations féministes ou même de l'État. Enfin voilà, il y a eu des choses par rapport à ça, les tentatives de limiter la pornographie. C'est des gens qui connaissent pas le porno. Et c'est qui sont allés 5 minutes sur YouPorn, qui ont vu des trucs horribles, effectivement, et point. Mais après, il faut pouvoir vraiment. C'est un univers qui est quand même extrêmement riche, extrêmement complexe. Il y a des choses très très fortes d'empowerment et des choses, vraies révolutions sexuelles qui se passent dans la pornographie. C'est une niche, c'est pas l'ensemble de la pornographie, mais il y a quand même des choses qui se passent vraiment, vraiment super. Et alors, pour revenir un peu sur Internet, vous le disiez qu'il y avait certains contenus, les gens qui regardent sur leur smartphone, souvent c'était du contenu volé. Justement, est-ce que Internet, à l'inverse, a eu un impact, j'imagine bénéfique, mais à la fois néfaste pour l'industrie du porno? Il faut interroger sur ce sujet vraiment Ovidie qui a fait un super documentaire qui a été diffusé il y a quoi, il y a 3 mois sur Canal+, qui s'appelle Pornocratie. Et le documentaire, il est vraiment intelligent et il démontre vraiment à quel point des multinationales, enfin, ce qui sont devenues des multinationales type Pornhub, Xhamster, YouPorn, etc., ont monté des empires financiers. En fait, ce qu'elle démontre en fait Ovidie, c'est qu'aujourd'hui le porno, c'est plus tenu par des réalisateurs ou des producteurs, ça n'a jamais été tenu par des actrices hein, ou des performeurs ou des performeuses, mais avant c'était plutôt des réals ou des producteurs quoi. Là, c'est des experts comptables quoi. Enfin, c'est des geeks. C'est des geeks qui pourraient se lancer dans une start-up des livraisons de bouffe à domicile, ils le feraient si ça cartonnait autant que le porno. Mais là, ils se sont dit, oh, bah, le porno, ça marche. Mais, et donc, qui se font, excusez-moi l'expression, mais des couilles en or à travers ce business-là. Et qui, pour le coup, c'est un business qui a vraiment tué, qui a supprimé, qui a fait qu'il y a eu énormément de boîtes de production qui ont disparu, quoi, parce que c'est gratuit. Donc forcément, ça c'est pas très difficile à comprendre. À partir du moment où il y a un contenu volé et mis en ligne gratuitement, y a plus de ressources. Et d'autre part, il y a une autre chose très problématique sur ces sites-là, c'est le droit à l'image, notamment des performeurs et des performeuses. Une personne qui a fait une vidéo porno il y a 5 ans, 6 ans, voilà, pour s'amuser, parce que ça l'intéressait, etc., elle s'attendait pas aujourd'hui à ce que ça soit qu'il l'a fait dans un cadre précis, je sais pas moi, un DVD, etc., ou un truc de VOD, elle s'attendait pas à ce que ça soit accessible et qu'il y ait des millions de personnes qui cliquent là-dessus, quoi, et sans son autorisation. Ça aussi, c'est un impact assez fort qui n'est pas du tout au bénéfice des travailleuses du sexe et des performeuses. Oui, c'est un côté Internet, toujours le côté où on peut pas retomber dans l'oubli, quoi, au final. Exactement. Et sur la pornographie, c'est compliqué. Parce qu'il y a des femmes qui ont fait ça et qui, après, je sais pas, ont un taf, ont fait des gamins, tout ça, machin. Et aujourd'hui, elles se retrouvent à la sortie de la crèche avec des gens qui ont été voir leurs vidéos, etc. Et puis des choses qui ont été diffusées. Et c'était pas le deal à la base quand elles ont fait ça, quoi. C'est assez problématique.
Alors on va revenir, vous parliez d'Ovidie tout à l'heure. Je vais citer un autre documentaire dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps. C'était donc À quoi rêvent les jeunes filles. Et donc vous parliez hein, de la pornographie féministe. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par pornographie féministe? Alors en fait, c'est un mouvement qui est plutôt né, on va dire, dans les années 90, aux États-Unis, au Canada, et puis aussi un petit peu en Europe. L'idée, c'est quoi? C'est des réalisatrices, c'est des actrices ou des productrices, enfin plutôt des femmes, qui, intéressées par la pornographie, étant elles-mêmes, je sais pas, consommatrices, enfin voilà, mais qu'on avait ras-le-bol de voir du porno fait par des hommes, pour des hommes, et avec des codes sexuels et des codes de rapport de pouvoir homme-femme, souvent, enfin, la plupart du temps au bénéfice des hommes, et avec la femme qui était un objet sexuel, un objet soumis au désir masculin, et en fait, elles ont eu ras-le-bol de ce porno-là, ras-le-bol de voir des hommes, moi j'appelle ça des hommes lapins Duracell, quoi. C'est-à-dire que c'est juste des bites sur pattes et voilà, ils vont pendant 45 minutes. La femme qui n'est que des trous, en fait, enfin voilà. Des pratiques sexuelles extrêmement répétitives. Énormément de fellation, très peu de cunnilingus, la femme qui va pousser des cris de jouissance au bout de 3 minutes, même pas au bout de 30 secondes après avoir été pénétrée. Enfin voilà, une représentation aussi de la sexualité, bon, absolument pas réaliste, mais bon, ça c'est pas grave, mais représentant toujours le plaisir sexuel masculin et jamais le plaisir sexuel féminin. Et donc, ça part aussi de l'idée d'une auteure comme Alice Prinkel, qui est travailleuse du sexe, et qui disait la réponse au mauvais porno, c'est pas plus de porno du tout, c'est du meilleur porno. It's better porn. Et donc, il y a quelques personnes qui ont eu le courage, parce que c'est courageux de se lancer dans ce business, Ovidie en fait partie d'ailleurs, lancer des choses, des films, produire des films, réaliser des films très différents. Un film d'Ovidie, c'est pas pareil qu'un film d'Erika Lutz, c'est pas pareil qu'un film de Lucy Blush, par exemple, qui est plus jeune. Il y a des choses qui sont plus queer, donc voilà, les films lesbiens ou queer ou trans. Il va y avoir des choses plus BDSM selon les individus et selon les personnes qui sont derrière et les fantasmes qu'ils veulent mettre en scène. Mais ce qu'on retrouve à chaque fois aussi, c'est des corps différents. C'est des femmes qui ont parfois des poils sous les bras ou pas. C'est parfois des corps tatoués, des corps ronds, des corps plus âgés. Enfin, il y a une diversité à la fois des corps et des sexualités qui fait du bien. Alors quand je dis ça, souvent on me dit genre mais c'est pareil sur YouPorn avec les tags. On peut taper femme ronde, on peut taper femme poilue, etc. Mais ce sont des tags et donc on va forcément choisir un fantasme qu'on a présélectionné et on va avoir 10 minutes de n'importe quoi, un gros et une grosse qui baisse quoi. Mais le porno féminin, ce sont des vidéos qui ne fonctionnent pas forcément par tag, ou du coup, moi ce que je trouve fabuleux avec ces vidéos-là, c'est que moi je ne vais pas forcément taper, je sais pas, femme ronde ou machin, c'est pas forcément, voilà. Mais dans une vidéo, je vais avoir une mise en scène de fantasme, tout d'un coup je me dis, oh putain, ça fait du bien de voir une meuf comme ça, avec des vraies fesses et pas des faux seins et tout. J'aurais pas tapé dessus comme tag, mais cette vidéo me présente de façon plutôt esthétique, très cul aussi, hein, parce qu'on parle de porno, c'est pas de l'érotique, hein, c'est vraiment des scènes explicites, mais me présente quand même de façon bien mise en scène et joyeuse et positive des sexualités, des pratiques, des fantasmes que j'aurais pas forcément découvert dans mon coin en allant sur des tags, quoi. Et est-ce que justement, quand ce type de pornographie est apparu, est-ce qu'on a pu observer je sais pas, un changement peut-être dans la mentalité, un public qui était finalement avide d'accueillir ce nouveau genre? Ce que je trouve hyper intéressant, c'est par exemple Erika Lust sur ses différents sites, notamment Ace Confession, c'est 50-50 hommes-femmes. C'est-à-dire que c'est pas juste les meufs qui veulent regarder du porno différent, les hommes aussi en ont ras-le-bol du porno type YouPorn ou du porno Jackie et Michel ou du porno amateur, enfin voilà. Donc c'est assez intéressant parce que je sais même pas si le mot féministe est le bon mot parce que c'est pas forcément du porno très politique quoi. Enfin, mais en tout cas, moi j'aime bien le mot voilà, du porno alternatif quoi. C'est
pour faire la comparaison avec d'autres business, YouPorn, c'est le McDo. Et puis, et puis ce porno-là, alternatif ou féministe ou différent, c'est le super petit resto bio et vegan du coin, quoi, mais hyper bon, qui coûte plus cher. Parce que c'est ça aussi, c'est du porno payant. Et ça reste une niche comme porno aussi, parce qu'il y a toute une génération qui est absolument pas habituée qui a jamais payé pour du porno et pour qui c'est inenvisageable de payer, quoi. Et c'est pas cher en plus, hein, comme voilà, souvent il y a des forfaits et tout pour s'inscrire au mois et tout. Mais ça reste une niche, ça reste une cible de gens souvent au-dessus de 30 ans, éduqués, qui ont réfléchi aux questions de la sexualité, qui ont réfléchi à leur rapport au désir, au plaisir, etc. On va dire qui ont un éveil en fait érotique et une vraie réflexion là-dessus. Bon, bah c'est pas forcément le cas de la majorité des gens qui regardent du porno, quoi. Donc ça reste une niche. Mais une niche qu'il faut promouvoir, et voilà, une émission comme vous faites là, c'est ce que vous faites aussi, quoi, c'est de mettre la lumière sur ce qui existe de différent et puis se dire que c'est une niche, on sait jamais qui peut grandir. Pour reprendre le truc du bio et du McDo, moi je me souviens il y a 15 ans, les supermarchés bio et quelques supermarchés bio qu'il y avait dans les grandes villes, tout le monde foutait la gueule des supermarchés, hein. C'était genre c'est quoi ce truc, les gens qui bouffent des graines et machin, enfin il y avait quand même, on se moquait un peu d'un truc de néo-hippie. Bah, il se trouve qu'aujourd'hui le bio, il y en a aussi dans les supermarchés normaux. Tu passes plus pour un néo-hippie new age si tu achètes un truc bio, au contraire, quoi. Peut-être que pour le porno, ça sera pareil. Là, pour l'instant, c'est une niche, mais il faut soutenir au niveau médiatique et faire connaître aux gens ces films-là, parce que l'enjeu est hyper important, moi, je trouve. Enfin, moi, je suis maman d'une petite fille. Bon, elle a à peine 2 ans, donc on n'est pas encore à discuter porno. Mais dans, on va dire, 9 ans, l'accès au premier porno, c'est souvent 11 ans aujourd'hui. Elle va regarder. Et ben, j'ai envie qu'elle ait accès à des choses vraiment chouettes, quoi, et où on lui montre une vision de la sexualité, de la femme, des hommes, du couple, voilà, qui lui donne envie de faire l'amour plus tard, qui lui donne envie de découvrir tout ça et pas tomber sur une triple pénétration anale quand elle a 11 ans, quoi. Et avec une femme totalement épilée et avec, bon, je caricature, il n'y a pas que ça sur YouPorn, mais souvent, je me dis, voilà, on se pose souvent la question, genre, quelle planète on va laisser à nos enfants? Il y aura plus de pandas dans 10 ans, et puis les tomates, elles auront plus de goût et tout. Oui, c'est vrai. Mais quel porno on va laisser à nos enfants, c'est aussi important, quoi. Ça marque. Moi, je crois à l'impact du porno sur nos fantasmes en plus. Moi, j'ai pas les mêmes représentations sexuelles après avoir vu certains films ou pas, quoi. Et dans le bon sens et dans le mauvais sens. Il y a certains films qui m'ont énormément nourri mon rapport à mon corps, rapport à ma sexualité, etc. Il y a des vidéos, non, au contraire, je trouvais que ça m'apportait une vision. Ouais, j'étais mal à l'aise ensuite, même par rapport à ma propre sexualité. Donc il y a un impact, il y a une influence du porno sur les fantasmes et sur les esprits. Bah, c'est important de faire en sorte que cet impact il soit plutôt progressiste, il soit plutôt positif, il représente une sexualité. Voilà, sortir aussi de Barbie et Ken qui baisent. Enfin, c'est important la représentation du corps, quoi. Alors, j'avais lu dans un article c'était sur la pornographie féministe, justement. Alors, c'était une citation du fondateur du magazine en ligne Le Tag Parfait, c'est Stéphane Déaulnoy, qui disait que c'était le tag SM qui ressortait le plus sur les statistiques des femmes. Alors, du coup, lui, il avait pas l'air hyper en accord avec justement ce que voulait faire la pornographie féministe, en disant que de toute façon, ça servait à rien parce que c'était pas ce qui intéressait les femmes. Est-ce que vous êtes de cet avis, en l'occurrence? Pas du tout, parce que dans le porno féministe, il y a plein de trucs SM, quoi, plein. Je pense notamment euh, une réalisatrice comme Gala Vanting, elle peut mettre pas mal en scène des scènes SM. Il y a aussi en Angleterre, alors je me souviens plus de son nom tout de suite, mais une performeuse qui fait beaucoup de spanking.
de fessées. C'est pas elle qui les donne, c'est plutôt elle qui les reçoit. Mais c'est de la pornographie féministe de spanking, c'est-à-dire que c'est une meuf qui se fait fesser, voilà, qui se retrouve avec des fesses toutes rouges et tout à la fin de ses vidéos. Mais pourquoi je dis que c'est féministe, ou en tout cas alternatif, c'est qu'il y a un vrai discours derrière, c'est que avant chaque vidéo aussi, c'est la différence entre un BDSM grand public, enfin, YouPorn et un BDSM féministe, c'est que souvent dans le BDSM féministe, enfin féministe, alternatif, il va y avoir un écriteau au tout début de la vidéo en disant, c'est pas genre ne reproduis pas ça chez vous, ça peut être dangereux, mais c'est plutôt genre ça a été fait avec des acteurs consentants, dans telles conditions, etc. Enfin, c'est un panneau hyper important qui montre aux gens que oui, il y a des pratiques SM, faut pas forcément faire comme dans la vidéo, sinon il y a vraiment un risque, voilà, parfois de suffocation, de machin, tout ça. Donc il y a ce discours-là, et puis on voit cette vidéo en sachant que c'est des performeurs, performeuses professionnels, très habitués à la sexualité sadomasochiste, quand on regarde un truc, on se dit pas genre attends, elle est d'accord là ou elle est pas d'accord, enfin, ce qui est un peu le problème parfois dans le porno, on se dit genre attends, il est où le consentement là? Là, au moins dans ce porno alternatif, notamment SM, il y a cet écriteau, c'est une façon de montrer que le tournage a été éthique, le tournage a été correct. Et ben ça fait du bien quand on regarde ces vidéos-là de voir ça aussi, quoi, d'être rassuré par rapport à ça. Donc oui, non, pas très d'accord avec Stéphane dans le sens où alors là où je vais être d'accord avec lui, c'est que les femmes n'ont pas forcément des fantasmes mignons ou jolis, où on rêve pas de voir des vidéos de missionnaires sur des lits parsemés de pétales de rose, quoi. Non, on peut vouloir voir du hard, évidemment, mais hard n'est pas incompatible avec porno féministe ou porno alternatif, pas du tout. Ouais, c'est pas incompatible du tout. Oui, d'ailleurs, enfin, effectivement, lui, ce qu'il soulignait, c'était plus ce côté-là, donc c'était donc ces tags qui ressortaient le plus. Donc ça soulignait un paradoxe, enfin supposé, du coup, en l'occurrence, pour vous, il n'y a pas de paradoxe entre les deux, quoi, entre le SM et la pornographie féministe. Ah non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, si on veut parler de sexualité et de féminisme au sens large, je trouve que dans le milieu BDSM, il y a on parle sans arrêt de consentement, sans arrêt. On est obligé parce que ça, déjà il y a du danger, il y a de la douleur. Parfois les personnes peuvent pas parler parce qu'elles ont un truc dans la bouche ou je sais pas quoi. Donc il y a des espèces de contrats de consentement que j'ai vu dans les soirées SM. Voilà les nombreux reportages que j'ai fait dans les soirées SM. Déjà, je trouvais que souvent la femme était plutôt dominatrice dans ces soirées-là. Et puis, il y a sans arrêt un rapport, un dialogue autour du consentement qui est vraiment très fort. On est très loin de la femme complètement soumise et agressée sexuellement par des hommes, quoi. Très loin de ça. Parce que plus de règles, finalement. Ouais, tout à fait. Alors justement, alors vous avez écrit un livre intitulé Sexpowerment, le sexe libère la femme et l'homme. Donc cette libération, selon vous, elle passe par la pornographie notamment. Disons que oui, c'est un livre qui est à la fois où je raconte un parcours personnel, mais aussi je mets en perspective, voilà, historiquement et sociologiquement. Et, euh, et je raconte justement cette découverte du porno différent. Moi, pendant longtemps, j'ai pas pu aller voir du porno de base, on va dire. Je m'y reconnaissais pas, ou alors je regardais une vidéo et hop, je fermais l'ordi comme ça juste après. Comme après un mauvais McDo. On est là genre, oh, ça m'a fait du bien, mais là ça me fait pas de bien, j'ai mal au bide. Bah, c'était pareil avec les films que je regardais. Et du coup, je me suis tournée vers plutôt la pornographie vintage, années 70 et tout. Là, je trouvais des femmes qui avaient des poils et des femmes qui avaient pas de faux seins. Et puis des mecs qui étaient petits, trapus et moustachus, mais qui étaient quand même excitants. Enfin voilà, je retrouvais énormément de scènes de cunilingus et de choses plutôt gourmandes en fait dans la représentation de la sexualité. Donc voilà. Et ce récit, c'est aussi de dire que heureusement, après, dans les années 2005, j'ai découvert une autre pornographie qui a fait partie, en effet, de mon éducation sexuelle. Et en quoi le porno fait partie de la libération sexuelle, c'est que le porno fait partie aujourd'hui de l'éducation sexuelle des jeunes.
Il n'y a pas d'autres alternatives en plus. Enfin, il y a une éducation sexuelle par ailleurs qui est très très pauvre au niveau de l'éducation nationale ou au niveau des médias, etc. Il n'y a aucune émission à la télé dédiée au sexe. Enfin, voilà, donc le porno est majoritaire dans ce discours sexuel. Bah, faisons en sorte que ce porno féministe et alternatif soit présent pour justement apporter un autre regard sur la sexualité aux jeunes générations. Et ça peut en effet être un porno très émancipateur, quoi, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça des fois, enfin, on n'est pas obligé de regarder du porno dans la vie, mais ça me dérange quand j'entends pas mal. Enfin, je connais très peu de mecs autour de moi qui regardent pas du porno, très très peu. Par contre, je trouve beaucoup de femmes qui n'en regardent pas parce que ça ne satisfait pas ce qu'elles voient, etc. Et du coup, ça crée aussi deux regards différents aussi sur la sexualité. Je trouve ça dommage. Surtout que les femmes, après, leur accès au discours sur la sexualité, c'est quoi? C'est la presse féminine. Super. Ça va être des discussions entre copines, mais on ne dit pas forcément tout. Donc, du coup, et puis, quand on parle de porno, on parle aussi de masturbation. C'est tout autant de moments intimes, d'exploration de son corps et de masturbation qu'elles vont pas forcément faire. Alors, elles peuvent se masturber sans porno, évidemment. Mais du coup, voilà, j'ai un peu perdu mon fil. Par rapport à votre livre, oui, c'est effectivement cette libération dont vous parliez passe notamment par la pornographie. Bon, à vous entendre, c'est qu'effectivement, ça permet peut-être de mettre des mots ou des images, du coup, sur des interrogations. Tout à fait. Voilà, tout votre propos, c'est vraiment d'enlever un peu ce côté tabou qu'on peut voir sur toutes ces notions, finalement. Oui, c'est en fait après avoir écrit Sexplorement, donc j'ai écrit l'année dernière et j'ai fait quelques rencontres, des conférences, etc. Et une de mes plus grandes satisfactions, c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit putain, grâce à vous, je suis allée voir des films d'Eric Hellost, enfin sur internet, hein. Grâce à vous, j'ai lu le bouquin d'Ovidie, grâce à vous, enfin voilà. Et ça, c'est une des plus grandes satisfactions de ce livre, c'est donner envie d'eux. Et, je lance des pistes en fait. Je dis pas aux gens c'est comme ça qu'il faut baiser, absolument pas. Je suis pas dans la presse féminine. Je dis pas aux gens d'être absolument libérés. En plus, j'interroge la question de liberté sexuelle. Ça veut dire quoi? Et libérée, ça veut pas dire forcément libertine. Mais en tout cas, j'espère à travers à la fois les articles que je peux écrire de temps en temps et puis mes ouvrages, ouvrir des pistes, donner envie d'aller explorer d'autres choses, quoi. J'ai pas la réponse, par contre, je dis allez voir ça, c'est super intéressant. Il se passe quelque chose aujourd'hui. Il y a une nouvelle révolution sexuelle à travers les réseaux sociaux, à travers justement le porno différent, à travers et la satisfaction, voilà, c'est avoir des lectrices ou même des lecteurs qui vont me dire genre je connaissais pas ce monde-là et en effet c'est passionnant, quoi. Ok, donc justement, vous me le disiez, hein, je crois votre livre vient de ressortir en version, en édition poche, c'est bien ça? Ouais, c'est bien parce que du coup, bah, c'est moins cher. Et du coup, ça peut viser aussi un public plus jeune parce que je m'adresse pas exclusivement à elle, mais j'aimerais bien qu'il y ait, c'est déjà le cas, mais s'il y a un lectorat de jeunes femmes, ça peut être vraiment intéressant parce que ce que je raconte, c'est que moi, j'ai mis 15 ans à me débarrasser des injonctions sociétales sur le sexe, le plaisir, le désir, pour me débarrasser de ce que j'avais lu dans la presse féminine, pour me débarrasser de ce que j'avais entendu quand j'étais ado sur la jouissance, sur plein de choses. Et j'ai mis 15 ans. Et du coup, si je peux faire gagner quelques années aussi, c'est pas mal, quoi. Moi, j'ai dû attendre 35 ans quand même pour me sentir vraiment bien. Donc, et changer de regard, en fait, sur tout ça. Donc c'est vrai que ça sorte en poche, c'est plutôt bien pour ça. Ok, et donc effectivement, bah, on en parlait un peu hein, de l'avenir finalement de cette industrie. On parlait du côté Internet qui gâchait certains aspects, mais bon, d'un autre côté, comme vous le soulignez, il y a aussi beaucoup d'évolutions, d'initiatives qui font que peut-être qu'à un moment donné, la pornographie changera, enfin, le regard en tout cas sur la pornographie pourrait changer à l'avenir. Je suis pas du tout critiquer Internet. Ce que je critiquais, en fait, c'était les tubes de streaming. Oui, 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 enfin, oui. Quand je dis Internet, c'est vraiment ce côté plus. Parce que
par rapport à la micro-industrie de porno féministe, sans Internet, ça marcherait pas. Parce qu'avant, une femme qui voulait faire ça, fallait qu'elle trouve quoi? Fallait qu'elle trouve un diffuseur, un distributeur, fallait qu'elle fasse des DVD, machin, tout ça. C'était extrêmement compliqué, quoi. Elle avait pas le pognon pour ça. Et il n'y avait pas de diffuseur qui voulait faire ça. Il faut là-dessus, Ovidie aussi, qui est là-dedans depuis longtemps, elle trouvait très très peu de diffuseurs. Et pour trouver un DVD d'Ovidie, il fallait se battre, quoi. Avec Internet, aujourd'hui, il y a des jeunes femmes, il suffit qu'elles fassent une vidéo avec caméra 5D en plus, sans forcément. La technologie permet aussi de faire des films de qualité sans investir énormément, de payer correctement les performeurs et les performeuses, et ensuite de le mettre en VOD sur leur site. C'est bon, quoi. Elles ont un accès direct aussi à leur public, et ça, c'est fabuleux parce que sans ça, elles auraient très peu de façons d'être connues et très peu de contact avec leur public. Donc, donc ça aussi, c'est plutôt positif et on va, je pense, voir de plus en plus de jeunes femmes notamment, mais aussi des hommes. J'ai rencontré un homme, un photographe qui s'était mis au porno féministe en Espagne. Et d'ailleurs, il bosse maintenant pour Erika Lust, enfin en tant que réalisateur. Donc c'est aussi les hommes qui s'y mettent. Et il va y avoir de plus en plus. Alors après, encore une fois, est-ce que le public est prêt à payer et tout? Mais je pense que oui. Bon, en tout cas, il faudrait trouver un équilibre entre justement sur Internet, ce côté streaming et trouver tout et presque n'importe quoi, et puis ce côté un peu plus niche, mais qui a besoin d'Internet aussi Ouais. pour... Très bien, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Du coup, merci beaucoup en tout cas, Camille Emmanuel, d'avoir participé à ce podcast. Et puis, bah, pour tous nos internautes, vous pouvez aller sur le siteccamille.fr pour si le sujet vous intéresse. Et puis, à tous nos autres internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.